Les grands animaux sont partout sur la planète. Ils sont menacés et doivent être protégés. Même si certains ont une réputation d'affreux mangeurs d'hommes. C'est le cas des requins. Alors comment vivre avec eux? Quels sont les véritables risques? Vous voyez celui-là, là, il est gros, hein? Pour le savoir, je vais plonger au milieu des squales. Une plongée bien plus angoissante que je ne l'imaginais. À 10 000 km de là, dans le Grand Nord, je vous emmène dans une ville où les ours blancs se promènent dans les rues. Comment cohabiter avec ces carnivores qui peuvent tuer un homme d'un seul coup de patte? Rencontre avec un personnage extraordinaire, le seul qui arrive à se faire respecter de ces prédateurs géants. Hey, no! 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 Et en France aussi, certains vivent avec des animaux incroyables. Vous découvrirez cette famille qui habite avec un gorille. Elle boit à la bouteille, elle boit dans une tasse, elle boit dans un verre, elle sait boire à la paille, etc. Mais la cohabitation avec les grands animaux ne se passe pas toujours aussi bien. Parfois, ils passent à l'attaque. Quand j'ai regardé par-dessus mon épaule, j'ai vu que tout un bout de mollet pendait sur les côtés. Une artère a été sectionnée et le sang giclait. Enquête exclusive grand format. Animaux sauvages et dangereux, peut-on vivre avec eux? Un voyage que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Bonsoir et bienvenue dans ce numéro exceptionnel d'enquête exclusive qui vous emmène ce soir à la découverte, à la rencontre de ces grands animaux qui nous fascinent. L'extension des villes, la croissance démographique fait que de plus en plus, l'homme va être contraint, au fil des années, de vivre, de cohabiter avec ces grands animaux qui nous fascinent et qui nous font parfois peur, comme les ours, les loups, les tigres, les serpents, les éléphants, mais aussi les requins. Nous sommes d'ailleurs ce soir aux Bahamas, dans une mangrove dont les canaux sont parfois empruntés par les squales. Ce soir, nous irons dans ces régions du monde à la rencontre de ces hommes qui ont appris à vivre avec ces grands animaux. Un numéro exceptionnel d'enquête exclusive avec des émotions, des images fortes, des aventures tout à fait extraordinaires. Ces grands animaux qui nous fascinent, un document réalisé par Franck Gombert avec Mathieu Cressiot et Mathieu Saltz pour Ligne de Front et Enquête exclusive. Le requin, des dents aiguisées comme des couteaux, une mâchoire qui peut tout broyer. Les squales sont les plus anciens prédateurs de la planète. Ils sont apparus il y a 430 millions d'années, bien avant les dinosaures. Ce sont de vraies machines à tuer des poissons et des phoques. Pour l'homme, mieux vaut ne pas croiser leur chemin. Nous sommes le 23 mars 1994 au large du Chili. Heather Boel a 19 ans. Son amie la filme alors qu'elle profite d'un bain en pleine mer, seule dans l'eau. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Car tout d'un coup, un requin blanc fond sur elle. Il veut la tirer au fond. Il va lui arracher la jambe. Miraculeusement, Heather sera sauvée. Tous les ans, les requins font parler d'eux. La dernière fois, c'était en décembre 2010 dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en Égypte. En moins d'une semaine, 3 personnes ont été victimes d'attaques de requins. Une retraitée est même décédée des suites de ses blessures. Alors les requins sont-ils des mangeurs d'hommes? Peut-on vivre à côté de ces grands prédateurs des mers? Comment éviter de se faire attaquer? Pour le savoir, direction le sud des États-Unis et la petite ville de Jupiter, à 140 km au nord de Miami. Voilà, nous sommes cette fois au large de la Floride. Pourquoi la Floride? Parce que c'est l'État américain
où l'on compte le plus grand nombre d'attaques de requins chaque année. Or, on sait que c'est une espèce qui est en voie de disparition nécessaire à l'équilibre des océans. Nous allons tenter de faire la part des choses, d'établir un peu notre vérité à travers cette enquête. Les requins sont-ils vraiment dangereux pour l'homme? Nous allons rencontrer des surfeurs qui ont été attaqués par des requins, mais nous allons également le vérifier nous-mêmes en plongeant avec des requins aux Bahamas. La Floride, 19 millions d'habitants, c'est l'un des États les plus peuplés des États-Unis et l'un des plus ensoleillés. Les touristes viennent ici par centaines de milliers et les requins aussi. Chaque année, quand arrive l'automne, des squales venus de toute la côte est des États-Unis viennent se réfugier dans les eaux chaudes de la Floride. Ils y passent l'hiver et se reproduisent, donnant naissance à des milliers de bébés. C'est l'endroit idéal pour que je fasse connaissance avec les squales. Steve Kessel, l'un des meilleurs spécialistes des requins, sera mon guide. Si le scientifique a quitté son Londres natal il y a 10 ans, c'est pour être tous les jours au contact des requins. C'est la passion de sa vie. Pourquoi participez-vous à ce programme de recherche? Depuis que je suis tout petit, je suis complètement obsédé par les requins. Et quand j'ai vu le film Les Dents de la Mer, ça n'a fait qu'accroître ma passion. Maintenant, je suis venu en Floride, car malheureusement pour moi, il n'y a pas beaucoup de requins à Londres. Mais heureusement pour moi, la météo est magnifique ici. Comme quoi, il y a toujours un avantage. Avec ce scientifique, je vais plonger dans un endroit particulièrement apprécié des requins. Pour moi, c'est une première, et vous allez voir que cette expérience va être pleine de surprises. Je vais aller plonger au fond avec Steve pour assister à un véritable balai de requins autour de nous et vérifier qu'ils ne sont pas intéressés par la chair humaine. Enfin, j'espère pouvoir vous le certifier dans quelques instants en remontant à la surface sain et sauf. C'est quoi le programme? On va au fond? Oui, on descend et Jim va jeter les appâts. Donc les requins vont s'approcher. Les requins sont des animaux curieux, imprévisibles. Il faut toujours rester sur ses gardes. On va juste les regarder. Ils vont nous tourner autour. Il faut bien garder ses mains collées contre le corps. Je suis stressé. J'ai l'air calme, mais je suis vraiment stressé. Les requins sont déjà là. Et pour que la plongée se passe bien, la première règle, c'est d'éviter de se jeter dans la gueule du squale. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de requin sous le bateau? Oui, tout à fait. C'est l'heure de se mettre à l'eau. Donc il n'y a pas de requin, Bernard, c'est bon. Ça y est, c'est parti pour 30 minutes d'un voyage extraordinaire que je ne suis pas prêt d'oublier. Alors que nous arrivons au fond, je peux déjà apercevoir une dizaine de requins tournant autour de l'appât. Je suis impressionné, mais il ne faut pas paniquer et ne pas faire de mouvements brusques. L'appât est enfermé dans une caisse, ce qui empêche les squales de l'attraper. Ils sont donc frustrés et deviennent de plus en plus curieux et de plus en plus inquiétants. Alors que je suis en train de les observer, l'un d'eux se précipite sur moi. Heureusement, Steve est là. Il décoche un coup de poing et éloigne le requin. Steve a réagi sans réfléchir en un quart de seconde. Mais le squale continue de s'intéresser à nous. Un balai inquiétant qui semble durer de longues minutes. Veut-il nous mordre? Heureusement, Steve ne le quitte pas des yeux. Et tout d'un coup, sans raison apparente, le requin s'éloigne. Après cet épisode un peu stressant, lui et ses compagnons semblent se désintéresser de nous. Nous pouvons les observer tranquillement, sans être inquiétés. Ok, les requins sont mes amis maintenant. C'est assez exceptionnel. Ils nous frôlaient. On était pris du caisson, mais on ne pouvait pas accéder à la nourriture, ils étaient très énervés. En tout cas, c'était une expérience fantastique.
Merci Steve. Il y en a un qui semblait beaucoup t'aimer, Bernard. Cette plongée a été très instructive. Le requin, cet animal inquiétant, n'a pas essayé de me mordre. Alors pourquoi parfois attaque-t-il l'homme? Pour le savoir, nous allons rencontrer des sportifs particulièrement exposés aux agressions des requins. Ils passent en effet leur journée dans l'eau. Nous sommes à Cocoa Beach, le paradis des surfeurs. C'est ici d'ailleurs qu'est né et a grandi Kelly Slater, l'une des légendes du surf depuis des dizaines d'années. Or, c'est une des plages les plus dangereuses. Les plus grandes concentrations d'attaques de requins se font ici même. Nous avons rencontré des victimes qui continuent aujourd'hui encore de surfer. Et si les surfeurs sont souvent victimes des requins, c'est que, vu d'en dessous, donc du point de vue de l'animal, un homme qui pagaie allongé sur une planche ressemble étonnamment à un phoque ou à une tortue, les plats préférés des squales. Regardez ce qui est arrivé au jeune Shannon Hensley. L'adolescent de 15 ans aimait particulièrement surfer sur la plage de Nahoon, en Afrique du Sud. Le 16 juillet 2000, il a été attaqué par 2 requins blancs au même moment. Regardez bien, l'un des squales s'attaque au garçon par la droite, alors qu'un deuxième arrive par la gauche. Shannon en est sorti vivant. Bill, Damian et Ralph surfent ensemble depuis des dizaines d'années. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour Ralph. Damien, enchanté, je m'appelle Bill. Et des histoires de requins, ils en ont à l'appel. Donc on m'a dit que cet endroit était très réputé pour ses attaques de requins. Oui, tout à fait. C'est un bon spot de surf, mais aussi pour les requins. Vous avez été mordu? Ah oui. C'était quand? Oh, c'était il y a 6 ans. Ah, j'étais bien mordu, hein. J'ai des photos si vous voulez. Ralph a été gravement blessé au mollet en 2004. Il me montre les photos prises aussitôt après l'attaque. Où est-ce qu'il vous a mordu? Là, et puis ici aussi. Vous étiez sur un surf? J'étais en train de pagayer sur mon surf. Un ami a crié requin, mais comme il y a beaucoup de petits requins ici, j'ai même pas regardé. 1 minute plus tard, il m'a attrapé par la jambe. Quand j'ai regardé par-dessus mon épaule, j'ai vu que tout un bout de mollet pendait sur les côtés. Une artère a été sectionnée et le sang giclait. C'est une blessure grave? Vous savez, ça ne faisait pas mal. Il aurait pu me couper la jambe et je n'aurais rien senti. J'ai eu mal seulement 3 heures après. Ralph a finalement réussi à stopper l'hémorragie. Il a été très vite opéré. Sa jambe a été sauvée. Je suis sorti de l'hôpital peut-être 4 mois après, et je n'y suis plus retourné. Et pendant combien de temps avez-vous arrêté le surf? Pendant 4 mois, pas plus longtemps. Et vous êtes retourné dans l'océan? Oui. Moi, je ne suis resté que 6 semaines en dehors de l'eau. Vous avez été attaqué aussi? Brian a été mordu au bras. Ici, ce n'était pas une morsure complète. Il s'est accroché avec ses dents du bas, il m'a secoué. Il y avait beaucoup de poissons et d'oiseaux qui plongeaient. C'était l'heure du dîner. Le requin secouait la tête et me tapait comme une batte de baseball. C'est pas les dents qui faisaient mal, mais l'impact. Et quand j'ai regardé, ça faisait un gros trou. Et il avait quelle taille? Le requin mesurait environ 2 mètres. C'était un requin tigre. La queue était comme sur la peinture, là. Et c'est vous qui avez peint cela? Ouais, juste après l'attaque pour exorciser. Et donc ça, c'est le requin juste avant qu'il ne vous attaque. C'était par ici? Oui, à 3 km d'ici. Malgré ces attaques et les milliers de requins dans l'eau, ces passionnés continuent de surfer tous les jours. Pour moi, j'ai déjà payé le prix une fois, alors mathématiquement, ça ne risque plus de m'arriver à nouveau. Le risque est très faible. Et donc vous continuez de surfer? Bien sûr. On va surfer? Ok, allons-y. C'est le moment d'affronter les vagues. L'eau est tellement trouble qu'il est impossible de voir s'il y a des requins en dessous. Rappelez-vous, les squales attaquent généralement les surfeurs quand ils sont allongés sur leur planche de surf en train de pagayer. Autant dire que nous sommes des cibles de choix pour un squale. Pas forcément rassurant quand on pense que les plages de Floride
battent les records d'attaques de requins avec 623 attaques recensées, dont 11 mortelles, en un peu plus d'un siècle. C'est trop, mais c'est aussi bien peu si l'on songe aux millions de personnes qui se baignent ici chaque année. Nous sortons de l'eau, tout s'est bien passé. Selon ces surfeurs, les squales attaquent surtout lorsqu'ils sont au milieu d'un banc de poissons. Si vous voyez plein de poissons, alors les requins vont venir. Il suffit de ne pas pagayer au milieu d'eux, mais il faut les contourner, c'est tout. Quand vous pagayez, votre main avec le mouvement est plus sombre en dessus qu'au-dessous. Et ça a tout l'air d'un poisson. Alors si vous pagayez au milieu d'un banc de poissons, vous ressemblerez à un poisson. Ce qui me surprend, c'est que, alors que vous avez été victime des requins, vous continuez de penser que les hommes et les requins peuvent vivre ensemble. Oui, si je vois un requin, je reste loin de lui. Je lui laisse son espace et moi je vais m'amuser plus loin. Pas sûr que cette expérience suffise à faire de moi un bon surfeur. Ces sportifs sont dans le fond pleins de sagesse. Ils ont compris que l'homme n'est pas le maître absolu de la mer. Les océans appartiennent d'abord aux poissons, aux requins. À nous de respecter leurs règles, car ils sont indispensables au bon fonctionnement de la nature. Un exemple parmi d'autres. Les squales dévorent des poissons herbivores. Ils protègent ainsi les plantes aquatiques, ce qui évite que les océans ne deviennent des déserts sous-marins. Ils mangent également les animaux malades ou faibles, ce qui permet de nettoyer les mers. Le requin est donc indispensable et comme 40% de la population mondiale vit au bord de la mer, il faut bien apprendre à cohabiter avec les squales. Et c'est pour découvrir comment vivre avec eux que des scientifiques étudient leurs habitudes. Nous quittons la Floride pour une petite île des Bahamas. Elle abrite un laboratoire unique au monde, exclusivement consacré à l'étude du comportement des requins. C'est une occasion pour nous de les approcher d'encore plus près. Mon ange gardien Steve m'accompagne dans cette nouvelle aventure. Ce scientifique est un expert. Il m'a déjà prouvé qu'avec lui, je n'avais pas grand-chose à craindre. Nous arrivons dans l'archipel des Bimini. Il fait 23 km² et compte 1700 habitants. Ces eaux turquoises sont très appréciées des plongeurs, et encore plus des requins. Ils sont des dizaines de milliers à vivre ici, bénéficiant des eaux chaudes des Bahamas. Et c'est la raison pour laquelle les scientifiques ont installé sur l'île l'un des meilleurs centres au monde pour l'étude des squales. Et les chercheurs travaillent ici sur le comportement des prédateurs face à l'homme. Bienvenue au labo. Je vais vous présenter les volontaires. Ce centre dépend de l'université de Miami. Et vous faites quoi là? Là, ils sont en train de vérifier les lignes que nous avons utilisées pour piéger des requins. Ils regardent si elles sont en bon état. Donc il y a des étudiants et aussi des chercheurs. La plupart sont dans leurs dernières années d'études en biologie. Ils apprennent le terrain. Vous êtes tous fanatiques des requins. Il y a même un étudiant français. Ah bonjour, un français. What's your name? Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, ça va? Ouais, ça va. Ah oui, tu es là depuis longtemps? Ouais, je suis là depuis septembre en fait. Ah bon? Ah oui, un vrai accro alors. Jean-Sébastien veut devenir un spécialiste des squales. C'est le cas de tous les jeunes qui sont ici. Car malgré son air de club de vacances, ce centre est un organisme très sérieux. L'endroit est tellement réputé que l'on y vient du monde entier. Il y a combien de nationalités différentes ici? Alors on a des Français, des Suisses, des Anglais et des Canadiens. Ici, le confort est sommaire. Voici par exemple la chambre de Jean-Sébastien, l'étudiant français. Donc ici, il y a 4 volontaires qui restent dans cette chambre. Et ça, c'est les rideaux privés. Donc comme ça, notre petit coin à nous. Les conditions de vie sont spartiates. Il faut travailler 9 jours sur 10. Et les journées sont rythmées par les cours et la préparation du matériel et des appâts pour les plongées en mer. La spécialité de ce centre, c'est l'observation des squales dans leur milieu naturel. Une des expériences les plus extrêmes consiste à étudier leur comportement quand ils sont en plein repas. Et vous allez voir, je vais plonger au milieu de dizaines de requins affamés
un exercice imposé aux nouveaux venus qui m'inquiète un peu. C'est un grand jour pour moi. Oui. Qu'est-ce qui se passe si un requin devient agressif? Oh, j'ai fait cette plongée des centaines de fois. Vous savez, je n'en ai jamais vu devenir vraiment agressif. Ils le sont juste entre eux quand ils se nourrissent. Et donc là, on va vérifier votre théorie. Oui, je vais vous prouver que les requins ne sont pas une vraie menace pour les hommes. Ok Bernard, vous êtes prêts? Allons voir les requins. Au bout d'une dizaine de minutes, nous arrivons sur le site de la plongée. Il est très sympa, il est très pédagogue, il essaye de me préparer à la situation parce qu'il sait que c'est un peu stressant la première fois. Et en effet, je suis un peu stressé. D'autant qu'ils appellent cet endroit l'arène. Mais ici, pas de taureaux, juste quelques requins. T'as vu celui-là, là? Il est gros, hein? Oh, il y en a déjà 10. Il faut dire que Steve commence à les appâter en lançant dans l'eau de gros morceaux de poisson. Ils connaissent le bruit. Dans quelques minutes, je vais devoir me mettre à l'eau avec les scientifiques. Steve va continuer de jeter de la nourriture aux squales. Nous allons assister à leur repas aux premières loges. On va donc s'aligner le long de cette corde? Oui, et il y aura des membres de l'équipe juste derrière vous pour être sûr qu'ils ne viennent pas de ce côté. Parce que les requins sont malins, vous savez, ils s'approchent par derrière pour que vous ne puissiez pas les frapper avec les mains. Ils ne vont pas vous mordre, mais ils sont juste curieux. Vous êtes sûr? Oui, notre staff derrière les stoppera. Mais il faut bien rester collé à son voisin. Si vous laissez un espace, ils vont nager entre vous deux. Et là, ils peuvent vous toucher, ce n'est pas très agréable. On ne veut pas ça. Toi, c'est pas la première fois? Non, non, la 4e fois. Et la première fois, t'étais un peu inquiet quand même, non? Oui, j'étais un peu inquiet, c'est impressionnant quand même. Le festin a commencé, il faut se mettre à l'eau. Bon, ben voilà, j'y vais, à la baille. Ils vont les nourrir là? Ouais, ils vont les nourrir. C'est le festival qui commence? Ouais, ça commence. Regarde-moi. Agrippés le long de la corde, soudés les uns aux autres, nous formons un mur face aux requins. Je dois faire très attention à ne rien laisser traîner. Les requins pourraient prendre une main ou une jambe pour une pièce de chouette. Il y en a un qui est juste passé en dessous là. Ça arrive des fois, mais c'est pas grave. Normalement, c'est pas prévu ça. Heureusement, les plongeurs placés derrière nous empêchent les requins de venir dans notre dos. C'est vraiment impressionnant, ils sont en train de se bagarrer. Bernard, je vais les faire venir un peu plus près, vous êtes d'accord? Gardez bien les yeux ouverts et mettez-leur des coups de palme s'ils s'approchent trop. Steve lance de la nourriture à quelques centimètres seulement de nos visages. Nous pouvons constater que quand les requins mangent, la nourriture est la seule chose qui compte. Face aux squales de plus en plus proches et de plus en plus agités, j'ai du mal à garder mon calme. Mais ce n'est pas le moment de paniquer, il ne faut pas les quitter des yeux et les empêcher d'approcher en les repoussant avec nos palmes. Waouh, il y en a vraiment énormément aujourd'hui, c'est énorme. J'en ai rarement vu autant ici. Mais dès que Steve arrête de les nourrir, les requins s'en vont. C'est la fin de cette expérience unique entre peur et fascination. Ah ben c'est impressionnant, hein. It was great. Thank you, Steve. Great experience. Et là, c'était vraiment impressionnant, cela dit. Vraiment impressionnant parce que c'est vrai que le requin, ça fait partie des cauchemars de notre enfance, des fantasmes les plus redoutables, c'est d'être dévoré par un requin. Voilà. Enfin, c'était une expérience quand même incroyable, c'est incroyable. Parce qu'ils jetaient les appâts à quoi, à 30-40 cm de nous. Heureusement, c'était avec Jean-Seb. Ah, c'est impressionnant. T'as bien vu, il n'y a aucun problème. Ils sont juste un peu curieux. Ouais, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que c'est assez magnifique, c'est assez magique. Ce type d'expérience permet aux scientifiques d'étudier un phénomène particulier aux squales, appelé la frénésie des requins. Lorsqu'ils mangent, ils essaient d'attraper un maximum de poissons en un minimum de temps,
et toute leur attention est centrée sur la chasse. Ils deviennent comme fous. C'est là qu'ils peuvent confondre un membre avec un poisson. Dans ces conditions, il vaut mieux éviter de se retrouver au milieu du banquet et en toutes circonstances, garder les bras le long de son corps. Mais cela n'explique pas tout. Cette nageuse a été mordue alors qu'elle n'était pas au milieu d'un banc de poissons. Même chose pour les victimes récemment agressées en Égypte. Plusieurs personnes ont été attaquées au mois de décembre à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Une nageuse a été tuée. Pourquoi? Il y a plusieurs théories, mais aucune dont on peut être vraiment sûr. Ce dont il faut se rappeler, c'est que les attaques de requins sont très rares. En Égypte, il y a eu des centaines de milliers de touristes dans l'eau tous les ans, et peut-être même des millions. Et on a seulement enregistré 3 accidents mortels liés aux requins depuis le XVIe siècle. Si les requins prenaient vraiment goût à la chair humaine dans les zones touristiques, alors je peux vous dire que vous ne pourriez même pas aller dans l'eau. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur les requins, et les scientifiques comme Steve n'ont pas encore toutes les réponses. Leur seule certitude, c'est qu'ils sont indispensables et qu'ils doivent être protégés, car ils sont menacés. Ces dernières décennies, la pêche aux requins a pris une dimension industrielle. Des millions de squales sont tués chaque année. En effet, en Asie du Sud-Est, leurs ailerons sont très prisés pour faire de la soupe. Résultat, un vrai massacre. 30% des 470 espèces de requins seraient aujourd'hui menacées de disparition. Au centre d'études des requins de Bimini, les scientifiques essaient de trouver de nouveaux moyens pour protéger les squales. Ils ont même inventé une technique pour les soigner. Direction une nurserie naturelle à requins située juste derrière le centre. Dans cette mangrove, les bébés requins viennent trouver refuge pour éviter d'être dévorés par les adultes. Et c'est ici que les chercheurs ont découvert qu'on peut hypnotiser un requin. Cette technique s'appelle l'immobilité tonique. Elle permet d'endormir des requins malades pour les opérer sans somnifère ni anesthésie. Et pas que les bébés. Cette plongeuse caresse le museau de l'animal qui se retrouve alors comme endormi. Il finit même par se laisser soulever. Elle le met à la verticale. Évidemment, ce n'est pas un requin de 5 mètres que je vais hypnotiser. Simplement un bébé, mais un bébé avec de grosses dents. Il ne pourrait sans doute pas sectionner l'os, mais il peut arracher la chair de tout le doigt. J'ai vu une personne se faire gravement blesser au poignet. En fait, ils attrapent et puis ils secouent très violemment. Vous avez déjà été mordu? Non, je n'ai jamais été mordu, je suis trop rapide pour eux. Mais avant de l'endormir, il faut attraper le bébé requin. Ils sont tous gardés dans un enclos, directement installé dans la mer. J'aimerais tenter l'expérience de l'hypnose. L'immobilité tonique? Oh oui, on va le faire. Escorté d'Ornella, je vais très courageusement tenter d'attraper un bébé requin comme on attrape un papillon. Le 3e essai va être le bon. J'en ai attrapé 2. Allez-y, remettez-les dans l'eau. Pour endormir l'animal, il suffit de le mettre sur le dos sans qu'il morde, car ses dents sont déjà très pointues. Donc il faut le retourner entièrement, puis il faut mettre ses 2 mains comme ça, sur le côté. Et tenir doucement au niveau de l'estomac. À mon tour de jouer, c'est prouvé, ça ne fonctionne qu'avec les requins. Les mettre sur le dos entraîne une anesthésie partielle de l'animal. Ça y est, vous l'avez? Vous sentez qu'il se relâche? Et voilà. J'ai fait entrer un bébé requin en état de léthargie en fait. Ok. Thank you. Dans l'enclos de Bimini pour le jeune squale, c'est l'heure de la libération. C'est une journée bien remplie, mais la suite va être encore plus impressionnante. Je pars avec les scientifiques pour une nouvelle expérience en pleine mer. Le but cette fois, c'est de capturer les requins pour leur implanter une puce électronique. On pourra ainsi les suivre à la trace et étudier leur déplacement. Et pour leur implanter cette puce, nous devons d'abord les attraper. Je peux rejeter l'appât à l'eau? Ah oui, bien sûr. Vous le prenez par l'hameçon. Et puis quand le capitaine nous le dira, vous pourrez le jeter.
Tu le veux maintenant? Ok, allez-y. Incroyable. Au bout de quelques minutes, nous avons déjà une touche. Mais pour remonter le requin, il faut prendre quelques précautions. Car un requin pris au piège peut être très dangereux. Faites attention à la corde, elle peut s'enrouler autour de votre jambe. Et je pourrais finir à l'eau. Oh oui, elle pourrait casser votre jambe, vous savez. Ils peuvent tirer très fort. L'animal semble peser des tonnes. Il résiste alors que nous essayons de le remonter. C'est un tiger shark. Ça, c'est un requin tigre. Le requin tigre est l'un des requins les plus dangereux au monde. Il doit son nom à ses bandes noires qui rappellent le célèbre animal de la jungle, connu pour sa férocité, le tigre du Bengale. Ce squale est particulièrement dangereux. Il attaque tout ce qu'il croise, même les mouettes. Là, on est en train d'essayer de récupérer le haut du corps et notamment l'attraper par la gueule, par une nageoire sur le côté, parce que passer la corde par la gueule, c'est un peu dangereux. Une fois le requin attrapé, il va falloir l'examiner. Et il ne se laisse pas faire. À quelques centimètres près, Steve a failli se faire croquer la main. Steve me propose maintenant d'introduire moi-même la puce électronique dans l'aileron du requin. Pour l'enfoncer dans sa peau très épaisse, je vais utiliser un mini harpon. Il va falloir l'enfoncer très fort. Il faut vraiment frapper très très fort. Comme si on donnait un coup de poing. Ça sera moins douloureux pour lui si on y va vraiment franchement. Ça va lui faire mal? Oh non, non, il ne va rien sentir. Non, non, ils sont très très puissants. Je dois enfoncer le harpon dans la nageoire du squale. Pas facile, surtout lorsque l'on est plié en deux à quelques centimètres de l'animal. Allez-y. Bien. Parfait. Bernard, je voudrais que vous le mesuriez aussi. Mesurer un requin attaché le long d'un bateau, ce n'est pas si simple. Celui-là doit faire pas loin de 200 kg de muscles. À la moindre occasion, il peut nous jeter à l'eau ou nous arracher une main. 2,50 m. Et l'étude du requin ne va pas s'arrêter là. Tous les détails intéressent les scientifiques. Maintenant, je mesure le sexe du requin. 16 cm. 16 cm. Ils aiment s'accoupler? Oh non, ce n'est pas très agréable, vous savez. C'est très sauvage. Le requin est relâché, mais il y a encore du boulot. En quelques heures, nous allons attraper 5 squales de 3 espèces différentes. Certains sont très nerveux, comme celui-ci. C'est un requin bulldog. Là, il est en train de s'énerver. Il faut que je rentre les mains. Si ces examens semblent cruels pour les requins et dangereux pour les hommes, ils sont importants pour la préservation de l'espèce. Vous êtes prêts? Ok. Allez. Retour aux profondeurs. Je suis un professionnel maintenant. Oh oui, vous avez marqué plus de requins que la plupart des personnes qui travaillent dans le domaine. Sérieusement, certains n'ont même jamais l'occasion de faire ça. J'ai même du sang de requin sur ma chemise. Oui, tout à fait. Vous êtes comme frère de sang avec les requins maintenant. Merci beaucoup d'avoir marqué tous ces requins, Bernard. Et les scientifiques ne sont pas les seuls à protéger les squales. Parfois, les meilleurs défenseurs des requins se cachent là où on ne les attend pas. Je pars à la rencontre d'une femme extraordinaire. Elle consacre sa vie aux squales alors qu'elle a été leur victime. Cette femme, c'est Debbie Salomon. Bonjour. En août 2004, alors qu'elle sortait de l'eau, elle a été attaquée par un requin qui l'a mordue au pied. Cette agression lui a valu plusieurs opérations et des mois de rééducation. Qu'avez-vous appris de cette expérience? En fait, cette expérience a changé ma vie. Avant, j'aimais beaucoup la nature
Et puis quand c'est arrivé, je me suis sentie comme trahie. J'y croyais pas. Après tout ce que j'avais fait pour elle, elle m'attaquait. Alors à un moment donné, je me suis même dit que j'allais me venger en mangeant autant de steaks de requin que je pourrais. Et puis j'ai décidé de voir ça comme un test sur mes convictions environnementales. Alors j'ai quitté mon travail de journaliste pour devenir Écologiste? une écologiste. J'ai commencé à travailler pour l'association Pew, qui a une campagne de protection des requins. Et puis j'ai eu l'idée de rassembler des victimes des 4 coins de la planète pour défendre les squales. Après cette aventure, Debbie a fait preuve d'une détermination incroyable. Elle a parcouru le monde entier pour convaincre d'autres victimes de s'associer avec elle pour la protection des requins. Elle a réuni 7 rescapés pour plaider la cause des squales au siège de l'ONU à New York. Image surprenante que celle de ces victimes qui, ayant été mutilées par des requins, sont devenues leurs meilleurs défenseurs. C'est comme un paradoxe, une victime qui veut défendre les requins. Oui, en fait, c'est le comble de l'ironie. Tout le monde est intrigué par ces victimes. Et c'est plutôt bien, car au final, on nous écoute. On devrait être les derniers, en fait, sur Terre à défendre les requins. Thank you very much. Yeah, you're welcome. It's been a pleasure. Good. Thank you. It's been a real pleasure. Bye-bye. Okay. Thank you. Good. Avant de quitter la Floride et les Bahamas, Steve et ses collègues du Centre d'études des requins m'offrent une dernière rencontre avec les squales. Une plongée sans bouteille pour un face-à-face avec une espèce devenue très rare, le grand requin marteau. Me voici seul avec ce spécimen qui fait près de 4 mètres. Je ne ressens alors aucune peur, juste de la fascination. Comme va me l'expliquer Steve, une fois revenu à bord, cette rencontre est une chance incroyable. Ils sont en danger? Ah oui, vraiment. Les grands requins marteaux sont parmi les plus menacés de toutes les espèces de requins. Et on les connaît très peu. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce beau voyage à la fois en Floride et aux Bahamas, aux côtés des requins, qui ne sont pas un danger pour l'homme. C'est une légende à laquelle il faut absolument tordre le cou, car le requin est absolument nécessaire à la préservation des océans. L'homme doit donc continuer de vivre avec les requins. Cela n'est pas seulement possible, c'est aussi indispensable. Sur la terre ferme également, la cohabitation avec les grands animaux n'est pas simple. Exemple, l'ours. En France, leur réintroduction dans les Pyrénées rend furieux des bergers qui sont inquiets pour leur bétail. En Amérique du Nord, chaque année, les grizzlies sont responsables de plusieurs attaques, parfois mortelles, contre des randonneurs et des campeurs. C'est dans le Grand Nord que nous nous rendons à la rencontre du seigneur des ours, l'ours blanc. Il dépasse tous les autres par sa taille, sa puissance et sa férocité. C'est en réalité le plus grand carnivore terrestre. D'un seul coup de patte, il peut tuer un phoque pesant plusieurs centaines de kilos. Un homme ne fait pas le poids. Et quand l'ours a faim, pas facile de l'arrêter. Il y a quelques années, dans le Grand Nord canadien, cet ours a été abattu par cette femme vivant seule avec ses 2 enfants. Le fusil, c'est ma seule protection pour la nuit. Il est venu droit à ma porte. Cette femme a craqué, elle ne supporte plus les ours qui rôdent autour de chez elle quand le soleil se couche. Il faut dire qu'elle habite dans une ville construite il y a 300 ans sur le territoire des ours blancs. Comme pour les requins, quand on veut vivre au milieu des ours pour éviter le massacre, il faut être prêt à faire des concessions. Direction le Canada et plus précisément la ville de Churchill. Changement de décor, changement de climat, il fait moins 20 degrés ici, nous sommes au nord du Canada, dans l'état du Manitoba. Nous arrivons à Churchill. C'est une ville tout à fait particulière car il y a autant d'habitants à Churchill qu'il y a d'ours blancs. À peu près 1 millier de personnes, 1 millier d'ours blancs, c'est devenu d'ailleurs la capitale mondiale
le sanctuaire de l'ours blanc. Alors ça a été un gros effort, un vrai changement pour les habitants, car autrefois, il y a une vingtaine d'années, eh bien, on chassait l'ours blanc. Aujourd'hui, on le protège. Cela pose évidemment quelques problèmes dans la vie quotidienne. À Churchill, il y a de la neige 6 mois par an. Et il fait parfois jusqu'à moins 60 degrés. Si les hommes sont venus s'installer ici au XVIIIe siècle, malgré ces conditions très difficiles, c'est pour chasser les ours et vendre leur peau. Churchill est unique au monde. Le village est implanté sur le territoire des prédateurs. Car ici, l'ours est partout, sur les panneaux, sur les devantures de magasins. Et chaque année, de septembre à novembre, c'est en chair et en os qu'il s'invite dans les rues de Churchill. Les ours attendent la formation de la banquise pour aller manger des phoques. C'est la base de leur alimentation et c'est sur cette banquise qu'ils ont le plus de chances d'en attraper. L'été, les ours ne mangent presque rien et vident leurs réserves de graisse. Alors quand ils arrivent en ville, chaque automne, ils sont affamés. Attirés par les odeurs de nourriture et les poubelles, les ours sont prêts à tout pour manger. Et si un homme leur barre la route, ils n'hésitent pas à tuer. Il y en a un pourtant qui arrive à vivre avec les ours blancs, c'est Brian Ladoun. Ici, on le considère au mieux comme un original, au pire comme un fou, un timbré. Ce Canadien de 59 ans est éleveur de chiens esquimaux. Son élevage est en plein air. Attirés par la nourriture donnée aux chiens, les ours sont partout, prêts à l'attaque. Il y a combien d'ours là? Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a un autre là, 6, 7, au moins 7. Du moins ce qu'on voit. C'est extraordinaire cet endroit. Il y a des chiens, des ours qui vivent ensemble. Oui. Pourquoi l'avez-vous créé? Un jour, un prêtre m'a dit que ces chiens allaient devenir les plus rares au monde. J'ai donc été en Arctique pour en acheter, tout simplement. C'était en 1976. Brian tombe amoureux de ces chiens esquimaux qui appartiennent à une race en voie de disparition. Il les ramène à Churchill et il choisit de s'installer sur ce morceau de toundra le long de la côte, en plein territoire des ours. Cela a entraîné une expérience unique au monde de cohabitation entre chiens de traîneau et ours blancs. Il n'y a pas d'autre endroit comme ça dans le monde? Je ne crois pas, non. C'est incroyable. C'est comme un petit jardin. Ouais, un petit jardin avec des ours qui peuvent vous tuer. Oui, tout à fait, c'est sûr. Brian ayant choisi de s'implanter chez les ours, il a dû apprendre à cohabiter avec eux. On dirait des nounours, mais ils pèsent jusqu'à 1 tonne et peuvent atteindre une taille de 3 mètres. Et vous allez voir qu'ils peuvent devenir menaçants. Donc il est 9 h du matin, il est l'heure de nourrir les chiens, comme tous les jours? Oui, comme tous les jours. On va aller au bon endroit et puis on va nourrir les chiens. Regarde celui-là, il est impressionnant. Non, non, non! C'est incroyable, mais l'ours semble obéir à Brian. Bon garçon, bon garçon. Quand je leur parle, je leur dis non. Et s'ils comprennent, s'ils s'arrêtent à non, alors je leur dis « bon garçon » juste pour qu'ils s'assoient. S'ils obéissent, tout va bien. Ils savent, ils doivent garder leur distance. S'ils deviennent menaçants, je dois les avertir. D'abord par ma voix, et puis ensuite je suis obligé d'utiliser des outils. Quel genre d'outils? Par exemple mon fusil. Mais pas de vraies balles. Non, ce ne sont pas des vraies balles. Ce sont des balles spéciales, comme celle-ci, en caoutchouc. Les ours semblent donc respecter l'autorité de Brian. Et j'espère que cela va durer, car il faut maintenant que je descende du pick-up pour monter sur la plateforme arrière afin de nourrir les chiens. Si ça devient dangereux, je vous préviens et vous revenez à l'intérieur. Un ours s'est approché à quelques mètres de nous, donc je vais à l'arrière. Oui. Vous me prévenez quand je dois revenir. Tout ça n'est pas très rassurant. Du poulet congelé, voilà ce qu'on donne à manger aux chiens esquimaux.
Ils sont une soixantaine. Et la grande difficulté, évidemment, c'est de leur donner à manger sans que les ours viennent leur piquer leur nourriture. Soudain, le garde à côté de moi saisit son arme. Il y a un ours qui est allé se servir dans le plat réservé aux chiens. Et donc, je crois qu'on va l'éloigner. Quand les ours volent la nourriture des chiens, sont-ils agressifs envers eux? Oh non, pas tellement. En fait, les chiens et les ours s'ignorent. Mais garder un ours à distance est parfois difficile. Alors quand le fusil et les balles en caoutchouc ne suffisent pas, Brian et ses hommes utilisent leur 4x4. Ils sont en train de chasser l'ours là? Oui. Avec la voiture? Tout à fait. Hey! No! 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 Good boy! Good boy! Good boy! Il vous obéit? Vous le connaissez? Oui. Je le connais depuis 6 ans. Maintenant, vous voyez, il s'assoit. Il est curieux de voir ce que nous faisons. Il peut nous tuer. Oh non, je ne pense pas. Pourquoi? Vous croyez vraiment que je vais le laisser faire? En fait, à ce moment-là, seul le fusil de Brian empêche les ours de se jeter sur nous. Ils sont en confiance avec vous? Eux peut-être, oui. Mais moi, je ne leur fais pas confiance. Ça reste des animaux sauvages, vous savez. Donc on ne peut pas s'approcher? Pas trop. C'est leur territoire quand même. Si je m'approche, alors je dois avoir une très bonne raison. Ça, c'est la bonne distance pour les voir tout en restant en sécurité. Un ours blanc court à plus de 40 km/h. À cette vitesse, il peut être sur nous en quelques secondes. Pas question donc d'avoir un moment d'inattention. Vous savez, il faut toujours faire très attention. Ils sont quand même très gros. Alors s'ils vous attrapent, ou même s'ils vous touchent, vous êtes cuit. Être attaqué par un ours, c'est exactement ce qui est arrivé à René Prétot il y a quelques mois. René est technicien. Il travaille à l'entretien des bâtiments. Il était en train de réparer une fenêtre lorsqu'il s'est fait surprendre. Merci de nous recevoir. Rentrez à l'intérieur. Alors on m'a dit que vous étiez l'homme qui a été attaqué par un ours? Oui, c'était moi. Donc ce matin-là, je travaillais dehors. À un moment, j'ai tourné ma tête pour attraper mes outils et il y avait 3 ours qui me regardaient. 3 ours? Oui, une mère et ses 2 bébés. René s'est retrouvé dans la situation la plus délicate qui soit, un face-à-face avec une maman ours prête à tout pour protéger ses petits. Elle va d'ailleurs ce jour-là passer à l'attaque pour éloigner ce qu'elle perçoit comme un danger potentiel. Donc, quand cette mère s'est mise debout et qu'elle a commencé à s'approcher de moi... Elle s'est levée? Oui, donc elle s'est approchée de moi et je me suis collé au mur du bâtiment. Quand elle s'est approchée, je me suis dit, c'est la fin. J'ai commencé à hurler et j'ai essayé de la frapper avec l'outil que j'avais dans la main. Et c'est un très gros animal, vous savez. Elle m'a attrapé par la jambe gauche et m'a mis par terre. Et là, je me suis dit, c'est fini. Des images de ma vie ont défilé dans ma tête. Elle était prête à me tuer comme elle pourrait tuer un phoque. Quand tout à coup, un de ses petits s'est mis à crier et elle est repartie en arrière pour son petit. Et là, mes nerfs ont lâché. J'ai couru, je me suis réfugié dans la maison et je me suis écroulé par terre. Vous avez été blessé? Oui, ma jambe était très abîmée. J'avais des grosses plaies ouvertes. Alors ils m'ont pris et m'ont emmené loin de Churchill. J'étais complètement sous le choc. Je faisais des cauchemars horribles. Je n'osais même pas aller aux toilettes la nuit. Je voyais des ours partout. Ah bon? Et vous continuez de vivre ici? Ah oui. Je suis même allé me confronter aux ours, pour les voir de près. Mais je restais dans ma voiture, juste pour oublier mes peurs. Donc la meilleure méthode pour ne plus avoir peur des ours, c'est d'aller à leur rencontre. Au début, vous savez, j'avais vraiment peur. Ça a pris du temps. Mais vous savez, ça aurait pu être pire. J'aurais pu mourir.
Pendant 3 siècles, les habitants de Churchill n'ont eu aucun problème avec les ours car dès qu'ils en voyaient un, ils le tuaient. À cette époque, ils vivaient de la chasse. Ils tuaient des ours et d'autres animaux pour récupérer leur fourrure. Mais depuis 20 ans, les choses ont changé. L'ours est devenu le meilleur ami de Churchill. Ici, on le protège, d'autant qu'avec le réchauffement climatique qui détruit la banquise, l'animal est en voie de disparition. S'il y a un homme qui fut le témoin privilégié de cette nouvelle forme de cohabitation entre l'homme et l'ours, c'est bien le maire de Churchill, en place depuis 15 ans. Son père était chasseur d'ours, il a mis en place pour sa part le Polar Bear Alert qui protège à la fois l'homme et l'ours. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le maire de Churchill? Bienvenue à Churchill. Ravi de vous avoir ici. Nous sommes ici dans l'extrême nord du Canada. Tout à fait, on est au nord du Canada. Churchill est là. Et cet endroit ici, c'est là que les ours se rassemblent et que la banquise se forme en premier dans la région. C'est la proximité de cette banquise qui explique que chaque année, au début de l'hiver, les ours débarquent dans les rues de Churchill. Ils sont près d'1 millier à passer par là en quelques semaines. Et pour la municipalité, c'est un vrai casse-tête. En tant que maire, vous devez aussi vous assurer de la sécurité de vos concitoyens face aux ours. Que faites-vous pour cela? Nous faisons très attention à la sécurité, vous savez. Il y a un service qui gère les ours, mais qui protège aussi les gens. Il y a aussi un système d'alerte en cas d'arrivée d'ours qui fonctionne 24 heures sur 24. Vous savez, ici nous avons bien compris ce que peut nous apporter le tourisme. Et donc l'intérêt de protéger les ours et l'ensemble de la faune. C'est une situation gagnant-gagnant pour nous comme pour les ours. Depuis quelques années, les centaines d'ours blancs qui traversent la région font la fortune de Churchill. Chaque automne, plus de 12 000 touristes viennent du monde entier pour les observer de près. Vous le voyez dans son trou? Pour approcher les ours en toute sécurité, les touristes sont emmenés dans ces bus spéciaux équipés de pneus géants de plus de 2 mètres de diamètre. Ils paient plusieurs milliers d'euros pour ces safaris à la rencontre de l'ours polaire. Voilà pourquoi aujourd'hui à Churchill, on fait tout pour garder les ours vivants. Mike Spence, le maire, est un descendant des Indiens Cris, les premiers habitants de la région. Il est le symbole vivant de cette évolution. J'ai vu que vous aviez une peau d'ours dans votre bureau. Vous pouvez me raconter cette histoire? Bien sûr. Ça, c'est un ours qui est entré dans la ville. Avant qu'on mette en place les mesures pour les protéger, avant les années 80, on en tuait environ 20 par an, par saison de chasse. On m'a dit que votre père était un trappeur. Mon père était un trappeur. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'autre façon de vivre dans la région. Et vous gardez la fourrure comme le symbole d'une époque. Oui. Un souvenir de votre père. Oui, tout à fait. Il est toujours vivant? Non, non, il est mort. Il est monté dans le grand bon terrain de chasse, là-haut. Merci. Vivre avec les ours est possible, mais pour cela, les habitants ont dû changer leurs habitudes. Malgré tout, ils ne restent pas enfermés chez eux. Ils doivent faire leurs courses, emmener leurs enfants à l'école, bref, vivre normalement. Alors les autorités ont mis en place une escouade de 6 rangers qui doit protéger à la fois les hommes et les ours. Cette équipe est dirigée par Bob Wilson. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Tous les matins, les rangers patrouillent pour chasser les ours qui pourraient se trouver dans les rues. Donc votre travail est de faire le tour de la ville et de tout surveiller. Oui, on fait des patrouilles, comme en ce moment, pour vérifier s'il n'y a pas d'ours. On privilégie les lieux où on les aperçoit le plus souvent. Les rangers reçoivent aussi des appels sur une ligne d'urgence. L'an dernier, ils en ont reçu plus de 300. Donc on patrouille, on cherche des ours et puis s'il y en a un, on va essayer de le faire partir au plus vite.
pour l'éloigner des habitants. Les rangers utilisent bien sûr des balles à blanc pour chasser les ours. Le but, c'est de les éloigner, pas de les tuer. Mais pour Bob, le meilleur moyen de se protéger est tout simplement de ne pas attirer les prédateurs. Quelles sont les règles à suivre quand on vit à Churchill? La plupart des habitants ici savent très bien qu'il ne faut pas laisser, par exemple, ses poubelles à l'extérieur, ni dans la voiture. Ils savent aussi exactement où sont les endroits dangereux qu'il faut essayer d'éviter. Et puis chacun laisse aussi sa porte ouverte, la porte de sa maison, de sa voiture. Comme ça, si quelqu'un est face à un ours, il peut entrer pour se protéger. Pour que les ours n'entrent pas dans la ville, la mairie a aussi mis des pièges aux entrées de Churchill, et particulièrement autour de la décharge. C'est l'un des endroits préférés des prédateurs. Jusqu'en 1985, cette décharge était à l'air libre, et pour les ours, c'était un véritable garde-manger à ciel ouvert. Ils venaient se servir et l'endroit a été devenu particulièrement dangereux. Aujourd'hui, la décharge est couverte, mais les ours et les autres animaux sauvages continuent de traîner dans le coin, attirés par les odeurs. Il y a un renard. Ça, c'est un renard roux. Voilà un de nos pièges. Nous essayons d'attirer l'ours avec un morceau de phoque. L'odeur est très forte. Ils adorent ça. Pendant que nous sommes là, faites très attention quand même. Il y a beaucoup d'ours dans le coin. Donc il faut bien regarder tout autour. C'est très important pour votre sécurité. Combien en avez-vous capturé avec ce piège cette année? Cette année, environ 8 ours. 8 ours? Oui. Et ensuite, où les emmenez-vous? Après, nous les emmenons à la prison des ours. Voici la prison pour les ours de Churchill. Un concept unique au monde. L'an dernier, 60 prédateurs ont été enfermés dans ces cellules. L'objectif est de les empêcher de revenir en ville. Car ici, on veut bien garder les ours en vie, mais à distance. Durée moyenne du séjour dans cette prison, 1 mois. Puis les ours sont endormis et évacués manu militari. Voilà le premier ours qui va être évacué. Il a les yeux ouverts, mais il est complètement endormi. C'est un ours, d'ailleurs, a priori assez agressif, car ce genre de traitement, il le réserve aux ours qui leur posent des problèmes. Il a été évidemment anesthésié, il a séjourné là quelques semaines, a priori. Il a bu, mais il n'a rien mangé, donc il est très affamé. Et si les ours ne sont pas nourris, c'est pour qu'ils ne prennent pas la prison pour un hôtel de luxe et ne soient donc pas tentés d'y revenir. Aujourd'hui, ce sont 2 ours qui sont évacués. Ils sont endormis par injection, puis placés dans des filets, les yeux bandés, pour ne pas qu'ils soient réveillés par la lumière du jour. Bon, des ours qui doivent faire à peu près 300-400 kilos. Je suis là depuis quelques jours, je suis déjà un spécialiste. Et on va les emmener à une 50aine de kilomètres de là, et on va les suivre avec un autre hélicoptère. On y va. Vous voyez les 2 ours suspendus au bout d'une corde. C'est une opération qui est menée environ une douzaine de fois dans l'année ici à Churchill, et c'est une opération unique au monde. Et c'est une opération délicate. Voler avec des ours suspendus au bout d'une corde demande au pilote une grande dextérité. Notre pilote est un Français de Nice. Il était cuisinier, il est venu s'installer au Canada il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il pilote des hélicoptères et il participe à ce genre de mission. Quelle est la particularité de ce genre de mission, à part que l'on pilote par grand froid? Quand on commence à décoller avec surtout quelque chose de vivant, il faut être très délicat, il ne faut pas le tirer à droite à gauche, il faut se passer bien au-dessus. C'est un vol qui demande des qualités de vol bien différentes. Il fait moins 35 degrés, mais avec la vitesse, le froid ressenti est sans doute plus proche des moins 60 degrés. Grâce à leur pelage et à une bonne dose de somnifères, les ours ne bougent pas. Après avoir volé près d'1 heure, l'hélicoptère va se poser sur la toundra au bord de la banquise. Un premier ours a été relâché. Cette fois, c'est au tour du 2e.
pourquoi on ne les dépose pas tous les deux au même endroit, c'est pour des raisons de sécurité, entre guillemets, car les ours pourraient être très agressifs l'un envers l'autre au moment de leur réveil, parce qu'ils ne se connaissent pas forcément, même s'ils ont fréquenté la même prison. Chacun sait que la détention, ça rapproche pas forcément les gens. Et il faut faire vite avant que l'ours ne retrouve ses esprits. À peine descendu de l'hélicoptère, Bob se précipite pour détacher l'animal. Il est réveillé? Oui, la tête commence juste à bouger. C'est un timing parfait. L'ours a l'air groggy, mais il faut rester vigilant car un seul coup de patte pourrait nous tuer. Malgré le risque, Bob fait tout pour que l'animal ne se blesse pas au réveil. Le ranger a l'habitude. Il sait exactement comment manipuler l'ours. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de le mettre dans une position confortable. Le but, c'est qu'il puisse bien respirer et que ce soit plus facile pour lui de se relever. Faites attention, hein. Je vais laisser le bandeau encore un peu, pour qu'il ne voit pas. Et vous êtes seul pour faire ça? Oui, tout à fait. Pour Bob, c'est une véritable course contre la montre. Vous remettez ses pattes en place. Bien, vous voyez, il commence à bouger. Il bouge beaucoup la tête et commence à pousser sur les pattes de devant. Donc on n'a plus que quelques minutes et il va falloir y aller. Ah oui. Là, il va falloir se dépêcher, je pense. Donc il va falloir partir. La dernière chose à faire, il va falloir que je le marque avec ce feutre. Je le fais entre les épaules. Cela va permettre que tout le monde sache que cet ours a été drogué. On va pouvoir le reconnaître facilement. Et s'il revient à Churchill, on le saura tout de suite. Oui, il est vraiment temps d'y aller là. Il bouge beaucoup. Ok, on y va. Cet ours blanc va maintenant pouvoir rejoindre la banquise. À Churchill, j'ai pu constater que nous pouvons vivre avec les ours si nous acceptons l'idée de partager le territoire avec eux. En respectant certaines règles, nous pouvons limiter les risques et sauver les derniers ours blancs, car aujourd'hui, il n'en reste que 25 000 sur la planète. Partout, les grands animaux sont en danger. Des hommes et des femmes se mobilisent, et pas qu'à l'autre bout du monde. Des Français tentent aussi de les protéger à leur manière, en les hébergeant chez eux. C'est le cas des gorilles. En Afrique, il en resterait moins de 100 000, à cause de la déforestation et du braconnage. 2 fois moins qu'il y a 30 ans. Nous allons rencontrer un couple incroyable qui, depuis quelques années, élève un gorille à la maison. Cela ne se passe pas en Afrique, mais aux portes de l'Auvergne. Direction le petit village de Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire. Ça va mon bébé? Oh voilà, voilà. Bonjour. Bonjour. Elle va pas tomber là? Ah non, non, elle est habituée. Peut-être la rattraper si jamais elle tombe. Bah écoutez, restez dessous, si jamais elle tombe, tendez les bras. Mais bon, elle fait quand même 130 kilos, alors j'espère que vous êtes bien musclés. Pierre et Eliane tiennent un parc animalier, en tout une 60aine d'espèces venues du monde entier. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas dans un enclos que dort leur gorille. Elle vit avec eux, dans la maison. Alors c'est la célèbre Digit, c'est ça? Voilà, c'est notre célèbre Digit, c'est vrai. Donc elle a 13 ans, sa maman ne s'est pas occupée d'elle à la naissance. Ouais. Nous l'avons récupérée à 2 jours et demi parce qu'il fallait la nourrir. Et puis nous l'avons installée là près de nous. Mais elle vit avec vous dans la maison? Toutes les nuits, oui. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Cela fait maintenant 11 ans que nous dormons avec elle. Mais dans la même chambre, non? Pas forcément. Oui. Ah oui? Oui, oui, oui. Elle se couche quoi, au pied du lit Non, non, elle a son lit à elle. Elle a son lit à elle chez vous? Elle dort près de nous. Elle dort dans un lit? Oui, oui. Et ça, c'est la chambre de Digit. Cette gorille est un beau bébé et ses mensurations ont obligé Pierre et Eliane à limiter les meubles et la décoration. Mais il paraît que les câlins de Digit valent tous les canapés et les guéridons du monde. Et dites-moi alors, le rituel du matin, c'est quoi alors?
Le matin, c'est le réveil à 7 h. Mon épouse s'en va faire les petits déjeuners. Nous déjeunons ensemble, voilà, on boit le café, elle boit son chocolat. Elle boit ça dans une tasse? Elle boit à la bouteille, elle boit dans une tasse, elle boit dans un verre, elle sait boire à la paille, etc. Elle sait boire à la paille aussi? Oui, bien sûr. Ah, vous me montrerez ça tout à l'heure, mais je peux rentrer, moi, ou pas? Ah non, vous ne pouvez pas rentrer. Ah bon, pourquoi? Vous ne pouvez pas rentrer parce que nous avons arrêté tout contact avec des personnes étrangères. Et même notre vétérinaire, par exemple, ne peut pas rentrer avec nous parce qu'elle ne le supporte pas. Alors qu'elle pourrait m'agresser? Bien sûr, me frapper. Bien sûr. Je ne voudrais pas vous conduire à l'hôpital pour aller vous remettre des points de suture à la cuisse. Et alors, en cas d'agression, c'est quoi? Elle mord ou elle griffe? Oui, non, ils mordent. Ah oui, elle mord. Ah oui, on aperçoit sa dentition, oui. Oui, ben voilà, elle vous a montré ses armes. Comment la gorille Digit est-elle devenue l'enfant unique de cette famille? C'est une histoire extraordinaire. Digit naît en captivité en 1998. Mais dès le premier jour, pour une raison inconnue, sa mère refuse de l'allaiter. Pire, elle la maltraite et joue avec elle comme s'il s'agissait d'une vulgaire poupée de chiffon. Digit, très affaiblie, est sur le point de mourir. Pierre et Eliane décident alors de l'adopter. Grâce à des mois de patience et de soins intensifs, ils vont sauver la vie de ce bébé. Voici Digit, quelque temps plus tard, guérie et en pleine forme. C'est alors que commence l'aventure d'un gorille qui va grandir parmi les hommes. Comme tous les enfants, son activité favorite, c'est de rendre visite aux animaux du parc. Et là, on va aller leur faire peur. Et Digit n'a jamais peur, même face à un loup. Alors les gamins, vous en avez une belle copine là? Tu en as pas peur de ces chiens, toi? Allez, salut les loups, on s'en va. Son moment préféré, la chasse aux cochons. Ah bah non, là, il est pas content, Arnie. Non, faut pas lui faire des misères. C'est pour passer un petit cochon qu'il faut lui faire des misères. Les saisons s'enchaînent et pour Digit, chaque jour est une nouvelle expérience. Regarde toute cette neige. Elle a 6 ans lorsqu'elle découvre la neige pour la première fois. Oh là là, il y avait gorille dans la brume, maintenant c'est gorille dans la neige. Oh là là. Stop. Comme toutes les mamans, Eliane ne veut pas que son enfant prenne froid. Allez, Digit, rentre. Et Digit fait un caprice, elle ne veut pas rentrer. Il se tape sur la poitrine pour me faire voir qu'elle n'a pas envie, hein. Et quand elle se fâche, elle fait trembler les murs. Tu te calmes. Tu vas te faire mal de faire comme ça. Tu te calmes. Tu te calmes. Allez, arrête. Allez, oh, c'est pas drôle là. Le gorille s'est tout de même parfaitement adapté à sa famille d'adoption. Peut-être même un peu trop. Elle oublie parfois qu'elle n'est pas un enfant comme les autres. Elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus lourde. Oh là là, ma puce que tu es lourde. Tu te rends même pas compte. Elle s'est fait porter comme une petite fille. Elle pèse 80 kilos. Elle est aussi lourde que moi. Et elle s'est fait porter comme un poupon. Oh la bougre. Il faut dire qu'Eliane et Pierre prennent particulièrement soin de leur petite protégée. Eliane, tu te souviens qu'on remontait du sud de la France et qu'on a appris la naissance de Digit. On ne savait pas à quoi on s'engageait. Un bébé. Et quel bébé. Digit est choyée comme une princesse. Elle a même droit à son plat préféré. Préparé avec beaucoup d'amour. Les enfants gâtés. Alors Digit adore des poireaux avec un peu de vinaigrette. Ah ça, c'est quand même meilleur qu'un poireau cru. Viens vite, mon petit poulet. Doucement, doucement bébé, arrête-toi là. Allez, voilà. On enlève le bracelet, hein? Oui. Digit s'est très vite habituée à la vie des humains. Elle adore faire comme eux, à quelques exceptions près. Les toilettes, ce n'est visiblement pas son truc. Eliane et Pierre savourent chaque instant de cette complicité extraordinaire. Pourtant, aujourd'hui, Digit ne peut plus gambader dans l'herbe comme sur ces images prises il y a quelques années. Elle a trop grandi et du haut de ses 135 kilos, si elle décidait de s'enfuir, ni Eliane ni Pierre ne pourraient la retenir.
Donc aujourd'hui, quand elle quitte la maison, Digit utilise une passerelle. Elle rejoint l'enclos spécialement construit pour elle. C'est là que je la retrouve en compagnie de son père adoptif. Viens ma puce, viens manger près de moi ma fille. Donc Pierre rentre dans l'enclos et va tenter de lui donner viens ma puce. Du yaourt. Viens mon bébé, viens. Viens près de moi. Viens manger près de moi ma fille. Voilà, elle peut être un peu agacée par la présence d'étrangers comme moi. Doucement, doucement. Écoute, je vais te donner doucement. On n'est pas obligé de se conduire comme des brutes. Hein? Assieds-toi. Tu manges comme un singe, là. Hein? Non, mais j'ai rien dans ma poche, j'ai rien, c'est pas la peine. Et elle adore ce qu'il y a dans les poches? Ben oui, parce que souvent, je viens avec des friandises, alors elle me fait les poches en même temps pour aller voir ce que j'ai pu cacher. Non. Et en fait, elle n'a pas le même comportement dans la maison qu'à l'extérieur. Dans la maison, nous avons le sentiment que... Aïe, c'est une brouille de faire ça. Ça, j'aime pas. Hein. Regarde dans quel état tu me mets, là. Digit, la gorille, a un sacré caractère. Comme un enfant, elle fait tout pour qu'on la remarque. Oui, je m'intéresse à vous, alors du coup, elle en profite. Ah ouais. C'est vrai que le fait que je vienne et que vous soyez autour, etc., lui fait changer de comportement. Elle voit très bien qu'on s'intéresse à elle. Et regardez, elle est en train de rouler un peu le but. Elle fait la maline, quoi. C'est pas de l'agressivité, en fait. Non, non, non. Oh, non, sinon je serais plus là pour vous le dire. Comme c'est pas la première fois qu'elle me fait une vacherie. Et au niveau des sentiments, est-ce qu'on peut estimer qu'elle a de l'affection pour vous? Ah oui, ça c'est sûr qu'elle a de l'affection pour nous, ça c'est une évidence. Et bon, mais est-ce qu'elle le fait par intérêt? On peut aussi se poser la question. Mais c'est vrai que lorsqu'elle est avec nous, qu'elle veut quelque chose, elle va très bien savoir faire tout ce qu'il faut pour l'avoir. Elle sera très gentille à ce moment-là. Jamais, par exemple, comme elle m'a bousculé tout à l'heure, jamais elle ne m'a bousculé comme cela une seule fois en 12 ans à la maison. T'es vraiment une goulue, hein? Ah oui, j'en ai plus. Bon, écoute, t'as tout pris dans tes mains. Là, c'est un bonbon, là. Eh oui, ça c'est un bonbon pour Digit. Et la reconnaissance, c'est que tu me mettrais un pain? Et alors, ces manifestations d'affection, ça se traduit comment? Oh ben, elle nous prend dans ses bras, elle nous fait des câlins, elle nous fait des bisous. Manifestement, le lien qui unit Digit et ce couple sans enfant est très fort. Mais si Pierre et Eliane n'étaient plus là, que se passerait-il? L'animal serait-il capable de vivre avec ses congénères? Ce que nous souhaitons, c'est que demain, elle puisse vivre avec d'autres gorilles et avoir des enfants. Mais voilà, les relations privilégiées que nous avons avec elle, eh bien, nous essayons évidemment de continuer tout cela parce qu'il nous semble qu'elle et nous en prenons du plaisir. Pour que Digit puisse construire une famille et avoir des enfants, elle va bientôt accueillir ici un nouveau compagnon. Mais Pierre espère qu'elle continuera tout de même à les aimer, lui et sa femme. Donc elle passera soit par là pour rejoindre votre maison voilà. Et la chambre à coucher, voilà. Et la partager avec vous, soit passer la nuit avec... avec sa nouvelle famille. Avec sa nouvelle famille, ses sœurs, ses demi-sœurs. Ses demi-sœurs et puis un copain. Et son copain. Voilà. Bon, Digit aura toujours la possibilité, si elle le souhaite, de venir nous rejoindre, et nous pensons qu'elle le fera. Et bien sûr, nous rêvons un peu en se disant, si demain elle fait un bébé, est-ce qu'elle va nous le confier et quelles vont être ses relations de ce bébé avec nous, etc. Cette histoire d'amour entre ce couple et cette gorille traversera peut-être les générations. Mais si Pierre et Eliane ont adopté Digit pour lui sauver la vie, d'autres Français ont décidé d'accueillir des animaux rien que pour le plaisir. Et pas n'importe lesquels. Des serpents. Peut-on vivre avec des reptiles? Est-ce dangereux pour les enfants ou même pour les voisins? Pour le découvrir, je me rends dans le magasin de Karim Dawes à Paris. Karim est le plus gros vendeur de reptiles en France. 35 000 animaux sont vendus ici chaque année. De la petite tortue au lézard géant, en passant bien sûr par les serpents. Et les prix sont également très variés, de quelques dizaines d'euros à plusieurs milliers. Et ça, c'est un lézard? C'est un iguane à casque, oui. Un petit lézard du Belize. Alors, on vend ici ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie.
C'est un vrai phénomène, hein, parce que je crois qu'il y a combien de foyers en France? Il y a plusieurs centaines de milliers de foyers qui possèdent aujourd'hui ne serait-ce qu'un serpent. On estime à 500 000 à peu près le nombre de foyers possédant ces animaux pour une population probablement d'1 million, 1,5 million de reptiles. Et alors, vous connaissez ces légendes urbaines, hein, ces crocodiles qui s'échappent et que l'on retrouve dans le métro, ces pitons que l'on retrouve dans sa salle d'eau, dans sa salle de bain. Les crocodiles dans les égouts, c'est pas totalement infondé puisqu'il y a eu à New York des crocodiles ou des alligators principalement relâchés dans les égouts qui pouvaient survivre. En région parisienne, c'est assez rare, c'est arrivé qu'une seule fois. C'est arrivé une fois? C'est arrivé une fois, il y a 25 ans, un crocodile qui a été retrouvé sous les quais de la Mégisserie, précisément. Et qui avait été libéré là, laissé là par son propriétaire. On n'a jamais... Le crocodile ne nous a pas raconté l'histoire. Nous sommes en 1985. Un crocodile de plus de 2 mètres est retrouvé dans les égouts de la capitale. Un animal suspect a été repéré à 2 reprises dans les égouts situés sous la rue du Pont-Neuf. Il s'agit peut-être d'un crocodile. Rien de grave. Le reptile n'a mangé personne. Il est d'ailleurs toujours vivant et coule des jours heureux à l'aquarium de Vannes, en Bretagne. Karim vend aussi des reptiles aux parcs animaliers. Ils sont ici, dans une salle spéciale. Exemple, ce python de très grande taille. Déjà, il faut trouver la tête. Hein. Bon, c'est assez facile. Ça y est, il est réveillé là ou pas? Ah là, il est bien réveillé. Bon, et il attaque pas là, non? Il attaque pas. On peut regarder, c'est un animal là, qui fait une 60aine de kilos pour environ 6 mètres. Vous avez besoin de moi? Donnez-moi un petit coup de main, on va le sortir complètement. Ça permettra de se faire une idée de ce que représente un serpent géant. Ah non, mais c'est incroyable parce que c'est lourd. C'est d'une part lourd, d'autre part c'est extrêmement musculeux et difficile et ça mord pas. À diriger. Il n'est pas agressif du tout. Ah bon, d'accord. Heureusement, on n'aurait pas sorti de la même façon. Oui. Et l'animal va chercher un point d'appui. Il est gentil. Il cherche un point d'appui, il cherche à explorer son environnement. Ah, d'accord, il cherche pas à fouiller dans ma culotte. Ouais, donc là, l'illustration que c'est pas un animal destiné à Monsieur Tout le Monde, elle est relativement simple à comprendre. Ce sont vraiment des animaux de parc zoologique. Quelle drôle d'idée de prendre un serpent à la maison, même s'il n'est pas géant. C'est pourtant le cas d'un client de Karim, Marc. Il a plusieurs reptiles chez lui. Bonjour Karim. Bonjour. Je présente Marc. Bonjour. Bonjour. Vous avez combien de serpents chez vous? Je dois en avoir 7 actuellement. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces animaux? Qu'est-ce qui me plaît dans ces animaux? Beaucoup de choses. Je pense que déjà, rien que la vision, le regard, c'est superbe. Regardez l'esthétique de ce serpent. Et vous avez déjà été mordu par un de ces animaux? Par les animaux que j'ai chez moi, ça m'arrive exceptionnellement, mais ça m'est arrivé, oui. Toujours de ma faute d'ailleurs, mais bon. Et s'ils s'échappent de leur cage ou de leur terrarium, ils peuvent être dangereux? Non. Non, globalement, c'est pas dangereux. Au sens, enfin, quand on parle pas des venimeux, c'est pas dangereux. La probabilité de se faire manger par un python, même de 3 mètres de long, est quand même relativement faible. Hein. Ah oui? Enfin, en captivité, oui, ça n'existe pas. Il y a des hommes qui ont... On est sur une dizaine de cas connus, vérifiés. L'homme est en lui-même n'est pas une proie. Une menace, et donc l'animal va plutôt avoir une réaction de défense. Vous êtes le seul à partager cette passion à la maison? Vous permettez qu'on aille vérifier ça chez vous? Ah, il n'y a aucun problème. Parfait, on y va. C'est dans cette banlieue bourgeoise de l'ouest parisien qu'habite Marc Bollier. Oh, elle doit faire, je sais pas très bien, 2,20 m, 2,40 m. Quelque chose comme ça grandit encore plus. Et chez lui, des serpents, on en trouve dans tous les coins de la maison. Depuis 40 ans, Marc est passionné et vit avec ses reptiles. Quand j'étais gamin, je rêvais d'avoir un python royal. Et donc quand j'ai pu mettre des terrariums dans un endroit où il y avait un peu de place et on pouvait les accueillir dans de bonnes conditions, eh bien j'ai acheté un premier python royal qui est dans 7 femelles il y a une dizaine d'années. Si les pythons royaux de Marc sont des animaux assez dociles, ce n'est pas le cas de ces 2 serpents appelés ténuras. Ils peuvent atteindre 3 mètres et se montrer particulièrement agressifs. Lucas, le fils de Marc, en sait quelque chose. C'était il y a 2-3 ans. Je voulais sortir les ténuras, justement, il n'y en avait qu'une à l'époque. Elle m'a mordu comme si elle me piquait, 3 petits points rouges. Ça fait rien en soi, mais ça fait sur le coup un choc, ça fait un peu peur. Viens voir, Lucas. Heureusement, comme tous les autres serpents de Marc, les ténuras ne sont pas venimeux. Pourtant, malgré cette expérience, Lucas est lui aussi devenu un mordu des reptiles. Des choses à faire. À 15 ans, il a même un serpent à lui. Le petit qui est là-bas, là. Voilà, c'est le serpent de Lucas. Oui, c'est mon premier serpent. C'est officiellement le mien. Cette couleuvre pakistanaise est un animal très calme, parfait pour débuter. Et puis Lucas est un ado, alors devant les copains, il n'hésite pas à frimer avec ses serpents. J'ai assez bien aimé le fait que ça soit original, que personne n'en ait.
que les gens soient très surpris dès que j'annonce ça. Oui, moi j'ai plusieurs serpents chez moi. Oh, c'est vrai, qu'est-ce que ça fait, sont venimeux, etc. Lucas et Jérémy, venez voir. S'ils s'écoutaient, Lucas et son père mettraient des bacs à serpents partout dans la maison. Cette visite montre bien qu'il est tout à fait possible de vivre avec des serpents. Mais encore faut-il en avoir envie. Ce qui n'est pas vraiment le cas de Chantal, la maman. Là, il est au maximum des terrariums, parce que j'ai pas envie non plus que la maison devienne un zoo ou une ménagerie, quoi. Mais bon, là, ça va parce que bon, c'est bien intégré, quoi. Donc ça me... Plus non, c'est pas jouable par contre. Je crois pas. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette interprétation, donc on va dealer encore un petit peu. Et voilà, et j'ai un allié dans la place qui travaille sa mère au corps. Chez les Bollier, l'amour des serpents se transmet de père en fils. C'est toujours agréable entre un père et un fils d'avoir une complicité, donc je ressens un certain plaisir à avoir peut-être pas transmis ma passion des serpents, qui elle est assez spécifique, mais en tous les cas mon intérêt pour ces bestioles et le fait qu'on aime tout ce qui va avec, le fait de transmettre ça, c'est plutôt une bonne chose. Retour chez Karim. Je vais maintenant découvrir qu'il garde des espèces introuvables et même interdites à la vente. Ces animaux devaient être euthanasiés, mais Karim leur a sauvé la vie, pas pour les vendre, juste pour les protéger. Alors là, on va où? On va dans une pièce très particulière, oui. Les serpents venimoïdes, ce sont des serpents qui ont subi une ablation de leur glande venimeuse. Ces animaux n'ont plus de venin, mais ils sont très agressifs. Il est dans la boîte, hein? Il est dans la boîte. Ah, il est impressionnant. C'est un albinos, celui-là aussi? C'est un spécimen de cobra à monocle albinos qui est assez nerveux. Ouais. Ah, vous le sortez là. Oh là là. On est parti pour faire une formation, donc allons-y. Alors la première formation, c'est de jamais oublier où se trouve l'animal. Ah, il faut jamais tourner le dos à... On va éviter. En fait, on va se servir du crochet pour diriger le serpent et le mettre dans la direction où l'on veut. Et allez-y, on le prend par la queue. Ouais. Et on lâche tout lorsque l'animal revient trop proche. Voilà. Oui. En effet. Et alors, lui, il a encore ses dents quand même, ses crochets. Il possède effectivement des crochets qui sont assez donc il peut faire mal. Pointus. Il est peut-être pas venimeux, mais il peut faire mal. Il peut effectivement blesser et là, mais ça, ah oui, d'accord. Ah oui, vous voyez, c'est quand même... Ah oui, et quelle est l'origine de ces animaux-là? Ce sont des animaux de laboratoire, entre guillemets, qui étaient destinés à l'euthanasie. On s'est proposé de les récupérer. C'est vraiment l'expression de votre passion pour les serpents. C'est-à-dire que ces animaux qui étaient condamnés, vous avez choisi de les recueillir ici, parce que c'est quand même du travail. C'est du travail, mais c'est relativement normal pour nous que de nous porter assistance quelque part. Ça fait partie intégrante de ce que je considère ma mission. D'accord. Bon, bah écoutez, charmante compagnie, hein. Je vous propose d'aller voir quelques animaux trouvés par les douanes ou les pompiers. Chaque année, les pompiers et les douaniers saisissent près de 800 animaux exotiques détenus illégalement. Et plutôt que de les tuer, ils les confient à Karim. Et là-dessous? Là-dessous, on a un caïman qui a été abandonné par son propriétaire. Attention à vos doigts quand même. Ça, c'est un caïman qui a été vendu en animalerie en Belgique. Et celui-là, il est tout aussi agressif? Il est tout aussi agressif. Cet animal a été retrouvé dans la rue. S'il est encore petit, vous allez voir qu'il est déjà très dangereux. Mieux vaut savoir le manipuler. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah, il faut être costaud, hein. Il faut être costaud. Le lâchez pas, hein, parce que... Oh là 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 là. Ah oui, d'accord. Bon. Vous avez besoin d'aide? Voilà. Ouais. Ah oui, d'accord. Et cette technique, vous l'avez apprise comment? Cette technique, en fait, elle est beaucoup plus simple avec des animaux plus gros, parce qu'il y a plus de prise. Pour neutraliser le crocodile, il faut tenir sa gueule fermée juste avec les mains et s'asseoir sur lui pour éviter les coups de queue. C'est une technique de tout terrariophile qui va un petit peu sur le terrain. Bon, vous êtes essoufflé quand même. Hein. Ah, c'est un petit peu dangereux quand même, c'est sportif. Ouais. C'est pas tout à fait anodin, oui. Ah bah ouais, bien sûr. Bon, remettez-le dans l'eau peut-être, non? Petit mais très costaud le crocodile.
Même pour un professionnel comme Karim, le reptile n'a pas été facile à maîtriser. Bien, merci Karim. C'était une visite intéressante. Un monde passionnant. Et beaucoup plus sportif qu'on ne le prévoyait. Même s'il est interdit d'héberger des crocodiles à la maison, nous avons constaté avec ces Français amateurs de gorilles ou de serpents que la cohabitation avec les grands animaux peut prendre des formes surprenantes. C'est en Afrique que nous partons maintenant pour retrouver une famille française qui élève son fils dans une réserve au milieu de la faune sauvage. Le père sauve les guépards, le fils veut être vétérinaire. Direction l'Afrique du Sud, et plus précisément Inverdoorn, à 2h30 de route au nord du Cap. Il y a 7 ans, Damien et Hélène vivaient à Paris. Il était compositeur de musique, elle tenait une boutique d'artisanat. À l'approche de la trentaine, le couple a voulu changer de vie. Alors ils sont partis s'installer en pleine brousse pour s'occuper d'une réserve, celle que le père de Damien avait ouverte 10 ans auparavant. Aujourd'hui, le quotidien de Damien et d'Hélène, c'est de transporter des buffles, de soigner des girafes, de promener des guépards. Ils sont à la tête d'une réserve de 10 000 hectares qui héberge une centaine d'espèces. Ce matin, Damien a une mission un peu particulière à confier à son fils Néo. Je te dis, on a une girafe qui est un petit peu malade, d'accord? Papa a préparé le médicament. Tu vois le médicament dedans? Oui. Ça, c'est le médicament. Quand ça va toucher la girafe, comme ça, pouf, le médicament, il va aller dans la peau de la girafe. D'accord? Et après, il ira mieux. Ok? On va la soigner. Alors, je vais te montrer comment ça marche. C'est toi qui vas faire, Néo? Oui. Oui, c'est Néo qui va faire. Pour Néo, c'est la première fois. Mais pas de danger, ni pour l'enfant, ni pour l'animal. Le médicament est en réalité une capsule sans aiguille, remplie d'eau. Le but est uniquement de former le petit garçon. Donc, la girafe ne sentira absolument rien et elle réagira derrière certainement pas. Le but ici, c'est de motiver mon fils à prendre le relais s'il veut le faire. Et... Tu voulais pas être le docteur des animaux, tu m'avais dit? Si. Je vais un docteur des animaux. Pour Néo, qui veut être vétérinaire, s'initier à son futur métier dans un endroit aussi magique est une véritable chance. Il est temps maintenant pour le petit garçon de remplir sa mission. Ah, tu la vois, Néo? Moi, je la vois. Si, regarde bien. Ah, mais oui, je la vois. elle est là. Elle est loin. Attention les branches. Attention les branches. Viens avec ton papa. Regarde, viens. Tu mets là comme ça, ton papa. Tu le tiens bien? Tu vois le petit point rouge dedans? Oui. Hop là, ça y est, on l'a touché devant, t'as vu? Est-ce que tu crois qu'elle va mieux maintenant? Oui. Elle a l'air contente quand même, hein? Tu as vu quand ça l'a touché? Oui. Oui? Oui. C'est bien. Attention à toi. La brousse pour terrain de jeu et les animaux comme copains de classe, Néo profite d'une enfance fabuleuse, loin du quotidien des petits Français de son âge. Tout ce qu'il peut apprendre au contact des animaux, toute cette relation absolument incroyable qu'il peut avoir, toutes ces émotions qu'il peut avoir tous les jours, ce ne sont pas des émotions qu'il pourra apprendre, ce sont des émotions qui sont quand même qui sont assez extrêmes et forcément ça ne peut que apporter une richesse personnelle à un enfant qui est en plein développement. Mais vivre en pleine brousse a ses contraintes. Néo doit être tout le temps sous surveillance et il n'a pas le droit d'approcher certains animaux. C'est le cas des petits protégés de Damien, les guépards. Ces félins risqueraient en effet de le prendre pour une proie et quand ils ont décidé d'attaquer, rien ne les arrête. « 10 heures. Comme tous les matins, c'est la promenade des fauves. On est loin du chat de gouttière ou du caniche nain. Même tenu en laisse, le guépard peut être dangereux, car c'est un animal que l'on ne domestique jamais. Ces félins sont des prédateurs. Notre matériel de tournage va en faire les frais. Il a une posture où il n'est pas content du tout. On peut voir, il a les poils écartés, la tête basse. Là, il n'est pas content. Mais on va le laisser venir voir la caméra. Ce que vous pouvez faire peut-être, c'est voilà, poser le matériel par terre et il va venir le voir. Ouh là là, il va le manger, il le rendra pas. C'est fragile, ça?
Après de nombreuses tentatives, Damien et les soigneurs réussissent à faire lâcher prise au guépard. Tout est fait en douceur, sans brusquer l'animal. On s'est inspiré des techniques de dressage de dauphin, c'est-à-dire qu'on a un dressage qui est basé sur la confiance, sur l'amitié. Jour après jour, on gagne leur confiance. Tout est là. Retrouver la confiance de ces fauves. Et ce n'est pas facile, car la plupart des guépards qui sont ici ont de quoi en vouloir à l'espèce humaine. Ils ont été récupérés en très mauvais état quelques jours après leur naissance. Alors ceux-là sont arrivés d'élevage et ils étaient vraiment dans un sale état quand on les a trouvés. C'est-à-dire que quand on nous les a envoyés, ils étaient donnés pour perdus. Et il a fallu beaucoup de temps pour qu'on puisse les remettre vraiment sur pied et leur redonner toutes ces conditions. Après des années de soins intensifs, les guépards ont retrouvé la forme et leur allure de champion de sprint. Aujourd'hui, Damien continue de s'en occuper quotidiennement. Comme d'habitude, en fin de matinée, c'est l'heure de l'entraînement pour les guépards. Benzi et Nouchka ont été adoptés par le couple de Français. Damien est très proche de Benzi, le mâle. Il est devenu très précieux pour nous. C'est un ami cher. Benzi est un survivant. Quand Damien l'a récupéré, il n'en avait plus pour très longtemps. Toi, tu es trop feignant, toi, hein? Hein, mon bébé? La génétique des guépards s'étant tellement appauvrie, il arrive régulièrement que des guépards naissent avec une déficience osseuse. Et donc Benzi a été condamné par cette maladie osseuse et tous les spécialistes lui donnaient très peu de chances de survie, sinon aucune. Aujourd'hui, les guépards sont en danger. Ils ont presque disparu. Go boy. À cause des barrières et des routes, ils ne peuvent plus se déplacer librement pour aller se reproduire avec des nouvelles femelles. Résultat, ils se reproduisent entre guépards de la même famille, ce qui entraîne des maladies génétiques qui mettent en danger toute l'espèce. Mais l'histoire de Benzi est source d'espoir. Pour redresser les os du félin, Damien a tenté une opération chirurgicale totalement inédite. Personne n'y croyait, et pourtant. Benzi a récupéré 100% de ses capacités, il court au-dessus de 100 km/h, on l'a déjà chronométré plusieurs fois. On voit aucune trace de cette opération. En plus de cette opération, Benzi a dû subir une véritable rééducation. Et Damien s'est montré particulièrement ingénieux pour redonner à l'animal le goût de la course. Voilà, Nouchka, vas-y, go, Benzi. L'important, c'est que ça bouge et que ça avance, ça leur suffit pour les exciter et pour leur donner envie de courir après. En tout cas, il n'y a pas de viande ou il n'y a pas de sang, il n'y a rien de ça. OK? Et regardez, l'invention fonctionne à merveille. Attention, top départ. Le guépard est l'animal le plus rapide au monde. Il peut atteindre jusqu'à 110 km/h. Ils atteignent 80 km/h à peu près 2 secondes, donc c'est quasiment instantané. Et Damien ne s'occupe pas que de Benzi et de sa sœur. Il a 12 autres guépards dans sa réserve. Eux aussi courent tous les jours sur une piste qui a été construite spécialement pour cet exercice. Défendre les animaux, c'est devenu la passion de Damien. Et il rêve que son fils, Néo, prenne un jour le relais. Le petit garçon a tout juste 6 ans et il n'a pas le droit d'approcher les félins. Il risquerait de se faire mordre. Pourtant, quand ils étaient bébés, c'est Néo qui prenait soin d'eux. J'ai donné des biberons, j'ai les touchés, j'ai les carassés. Oui. Et j'ai donné la viande. C'est vrai, je me souviens. Du lait aussi. Et du lait. On les nettoyait, on leur prenait le bain aussi un petit peu des fois. Oui. Damien et Hélène veulent transmettre leur amour de la faune aux enfants. Alors ils organisent régulièrement des safaris gratuits pour les petits Sud-Africains de la région. Le spectacle les émerveille, car ce n'est pas parce qu'ils vivent en Afrique du Sud que ces enfants ont l'habitude d'être au contact des animaux sauvages. Regardez, le petit. Regardez le bébé rhino. Et la mère est juste derrière. Ils sont dans des fermes où il n'y a pas forcément d'animaux et ils ont déjà aussi pas beaucoup de moyens de transport. Et comme il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de la chance d'avoir ni de papa ni de maman, qui sont en orphelinat, et même les orphelinats essayent de prendre soin d'eux, mais n'ont pas toujours les moyens de prendre un bus pour venir chez nous et pour voir les animaux. Si cette génération ne leur apprend rien, on n'aura plus d'animaux dans les 30-40 ans à venir. Demain, ce sont ces enfants qui devront défendre la faune sauvage. S'ils ne le font pas, alors les grands animaux d'Afrique disparaîtront.
Pour la dernière étape de ce tour du monde à la rencontre des plus incroyables spécimens de la faune, je vous emmène maintenant à la découverte d'un endroit où ce sont les grands animaux qui viennent au secours des enfants. Des dauphins participent à des thérapies pour aider les petits malades. C'est la delphinothérapie. Et cela se passe à Key Largo, à 100 km au sud de Miami, aux États-Unis. Nous arrivons au Highland Dolphin Care. Dina et Peter Hoagland ont créé ce centre de thérapie avec leur fils Joe, il y a 21 ans. C'est donc là que vous faites la thérapie? Oui. Salut Squirty. Quel type d'handicap ont les enfants ici? On travaille avec des enfants dès l'âge de 3 ans, avec toutes sortes d'handicaps. Il y a des enfants autistes? Des autistes, des trisomiques, des cancers. Des cancers, de tout. Et combien d'enfants sont soignés ici? Chaque année, nous en recevons des milliers. Des milliers? Oui, en 1991, quand on a commencé, nous n'avions que 2 ou 3 familles du coin. Puis ce programme a commencé à avoir du succès et à faire parler de lui. Et en quelques années, nous sommes passés de ces 2 ou 3 familles à des douzaines. Et ils viennent de Floride? Partout dans le monde. Partout dans le monde. Dina et Peter ont décidé de créer ce centre après la guérison de leur fils Joe. Car pour guérir, il a reçu l'aide d'un mammifère marin, un dauphin nommé Fonzie. Aujourd'hui, Joe a 25 ans et il multiplie les sports, il est en pleine forme. Pourtant, il y a 20 ans, il était condamné à vivre dans un fauteuil roulant. Joe est né avec un grave problème cardiaque. À 3 ans, son handicap entraîne la paralysie de toute la partie gauche de son corps. À l'époque, les médecins disent que l'enfant ne pourra jamais récupérer ses capacités motrices. Mais Dina, la mère de Joe, ne veut pas baisser les bras. Il disait qu'il ne marcherait plus jamais sans aide, qu'il ne courrait plus, qu'il ne chanterait plus. Il y avait 3 pages de ce qu'il ne pourrait plus jamais faire. En 1989, face au malheur de son fils, Dina est prête à tout pour le soulager de ses douleurs. Et le petit garçon ne se sent bien que dans l'eau. Un jour, elle l'emmène dans un centre pour nager avec les dauphins. Et là, c'est la révélation. Joe rencontre Fonzie, un vieux dauphin qui va changer la vie de l'enfant, à tout jamais. Aujourd'hui encore, Joe a du mal à en parler sans émotion. Fonzie était comme mon meilleur ami, vous savez. C'était quelqu'un qui ne jugeait pas mon handicap. Pas comme le faisaient les autres enfants de mon école. Dina va alors utiliser cette incroyable relation pour pousser l'enfant à bouger ses membres paralysés. S'il veut nourrir le dauphin, il lui faudra utiliser sa main handicapée. Et la motivation est si forte que le petit va essayer sans relâche. Une nuit, ma mère est montée me voir dormir. Et dans mon sommeil, elle m'entendait dire « ouvrir, fermer, ouvrir, fermer » et faire le geste avec la main. En quelques mois, Joe retrouve l'usage de sa main. Puis un autre miracle se produit. Lors d'un exercice avec Fonzie, Joe saute en l'air pour rattraper un ballon. Sans même s'en rendre compte, il vient de se lever tout seul pour la première fois depuis son handicap. Et il a sauté en l'air et il a dit « Maman, j'ai réussi !» Alors là, j'ai craqué, j'ai pleuré, je ne pouvais pas y croire. Il avait réussi à se lever. Grâce à l'amitié unique qui le lie au dauphin Fonzie, Joe finit par se rétablir complètement. Des années plus tard, son ami aquatique est mort. Mais Joe garde de cette expérience une relation privilégiée avec les dauphins. Les plus beaux jours dans ma vie, c'est quand je suis avec eux. Je les aime autant que si c'était mes frères ou mes sœurs. Ce qu'ils ont fait pour moi est une chose incroyable. Aujourd'hui encore, c'est dans l'eau avec les descendants de Fonzie que Joe se sent le plus heureux. De son propre aveu, jamais il ne pourra vivre loin de ses amis les dauphins. Vous connaissez tous les dauphins ici? Oui, bien sûr. Et malheureusement, Fonzie est mort.
Oui. Oui, mais il a eu un fils. Il a un fils? Oui, il a eu un fils qui à son tour a eu une fille, Bella. Joe et sa famille gardent un souvenir ému de Fonzie. Mais ils reconnaissent que ce n'est pas lui qui a guéri le jeune homme. Donc les dauphins ont réussi à faire ce que les médecins n'avaient pas réussi? En fait, je pense qu'avant tout, c'est une histoire de motivation. Un dauphin n'est pas un docteur. C'est une équipe. Ce n'est pas un thérapeute. En fait, c'est un co-thérapeute. On bosse en équipe. Les dauphins adorent jouer avec les humains et les enfants sont prêts eux aussi à beaucoup de choses pour être avec eux. C'est sur ce principe que repose la delphinothérapie. Arthur Cooper est responsable des dauphins depuis 20 ans. Il me propose de participer à un jeu avec ces mammifères marins. Je vais dans l'eau? Oui. Il fait très froid ici. Ce qui fait la spécificité des dauphins, c'est qu'ils peuvent adapter leur comportement à l'état de santé de la personne. Pour moi, a priori, pas de souci particulier, mais ils se montreraient beaucoup plus doux avec une personne handicapée. Pour Arthur, l'intérêt d'utiliser les dauphins pour les thérapies est aussi qu'ils poussent les petits patients à aller plus loin, à se dépasser. Les dauphins sont une très bonne source de motivation pour les enfants. Les petits vont tenter de se dépasser pour pouvoir interagir avec les dauphins. Beaucoup plus qu'ils ne le feraient pour vous ou moi. Ils sont beaucoup plus intéressants que nous. Pas vrai? Pour mieux comprendre le rôle que jouent les dauphins dans ce centre, vous allez pouvoir assister du début à la fin à la thérapie du petit Tommy. Elina et Nelson Solorzano sont les parents de 3 enfants, une famille qui a tout pour être heureuse, si ce n'est que le petit dernier n'est pas comme les autres. Tommy a 8 ans, il est trisomique. Tommy, non, ne jette pas ça sur le sol, ça peut se casser. C'est dangereux. Elina a dû quitter son travail pour s'occuper de son fils en permanence, car il n'a aucune notion du danger. Non, Tommy, ne fonce pas dans la voiture. Et sa mère souffre beaucoup de ne pas pouvoir communiquer avec son fils. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu veux parler? Qu'est-ce qui va pas? Tu veux un câlin? Mais Elina ne perd pas espoir. En fait, j'ai les mêmes souhaits pour lui que pour mes autres enfants. Qu'ils grandissent, et même peut-être qu'ils se marient. Pour aider Tommy à avoir la meilleure vie possible, toute la famille a pris des vacances pour se rendre dans le centre de thérapie avec les dauphins. Tommy, tu es prêt à aller dans l'eau avec les dauphins? Oui? Leur objectif, c'est que Tommy soit plus autonome et qu'il arrive à mieux communiquer avec les membres de sa famille. Le lendemain matin, ils arrivent tous au centre. Devant le bassin, Tommy est tout de suite fasciné par les dauphins. Tommy, tu veux aller dans l'eau? Tu veux nager avec les dauphins? Tu veux jouer avec eux? Ils veulent jouer avec toi aussi. Immédiatement, il est pris en charge par un éducateur spécialisé. Bonjour, je m'appelle Ellie. Et toi, tu t'appelles comment? Tommy. Salut Tommy, ravi de te rencontrer. Il est maintenant temps pour Tommy d'aller nager avec les dauphins, pour la toute première fois. Cette rencontre est cruciale, car si ce premier contact ne marche pas, la thérapie tombe à l'eau. Elina et Nelson ne savent pas comment Tommy va réagir. Il n'a jamais osé s'approcher de gros animaux. Allez Tommy, c'est à toi. Allez, on compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Visiblement, l'enfant prend peur, mais l'éducateur insiste. Et il a raison, car Tommy n'éclate pas en larmes et il réclame même les dauphins. Viens, on va dire bonjour aux dauphins. Est-ce que tu veux lui faire un bisou? Bravo. Au bout de quelques minutes, il embrasse l'animal dans un élan d'affection. Pour ses parents, c'est une première. Il fallait voir le sourire sur son visage. Il a vraiment adoré. En fait, j'avais peur qu'il ne joue pas le jeu. Mais finalement, il a fait tout ce qu'on lui a demandé. À la sortie du bassin, la mère de Tommy n'en revient pas. Alors tu as nagé?
C'était bien. Ah, je suis tellement fière de toi. C'était drôle. Le rôle des dauphins, c'est de faire sortir les enfants de leur bulle. Ensuite, c'est en classe que les petits font les vrais progrès. Mais pour que cela fonctionne, Ellie doit en permanence faire référence à l'animal. Qu'est-ce que c'est? Dauphin. Fais comme moi. Dauphin. La difficulté pour les enfants trisomiques, c'est avant tout de s'affirmer. Le thérapeute va pousser l'enfant à faire des choix. Cela lui ouvrira d'autres perspectives. Tu peux choisir? Tu préfères jouer avec une tortue, avec un dauphin ou avec un lamantin? Les jours passent, la thérapie avance et Tommy fait beaucoup de progrès. Et vous allez voir que le 3e jour, Tommy va même surprendre tout le monde. Alors que son frère, Trevor, participe à la thérapie dans le bassin, Tommy va faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Il enlace son frère et l'embrasse à 3 reprises. À la sortie de l'eau, Trevor n'en revient toujours pas. Il arrêtait pas de m'enlacer. Et à un moment, il m'a embrassé 3 fois. Ça, c'est nouveau. Il a changé. Il n'avait jamais fait ça avant. Par ce geste d'affection, le petit Tommy a montré qu'il était capable d'exprimer ce qu'il ressentait. Il s'ouvre enfin aux autres. Vendredi, c'est le dernier jour de la thérapie. Pour Tommy, c'est l'heure du bilan. Question communication, l'enfant a fait des progrès visibles. Il arrive même à faire des phrases avec l'aide de sa mère. Je mets une veste. Mais rappelez-vous, la principale inquiétude d'Elina, la mère de Tommy, c'était son manque d'autonomie. Non, Tommy, ne fonce pas dans la voiture. Alors, pour vérifier que la thérapie a porté ses fruits, Ellie, le thérapeute, va tenter de laisser Tommy nager seul avec les dauphins. J'ai vu une grande différence entre le premier et le dernier jour. Il s'est montré très à l'aise, même à faire des choses tout seul. Il n'avait pas besoin de son thérapeute à ses côtés tout le temps. Et je trouve ça vraiment impressionnant. La famille n'en revient pas. Grâce à ces quelques jours passés aux côtés des dauphins, Tommy a déjà évolué. Pour le petit garçon, la route est encore longue. Mais pour l'aider à faire de nouveaux progrès, ses parents ont déjà prévu de revenir au centre dans quelques mois. C'est clair, les dauphins sont des alliés exceptionnels. Personne ne connaît vraiment les limites de leur intelligence. Mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est qu'ils méritent, comme les autres grands animaux, d'être traités avec respect. Le plus grand prédateur de la planète, c'est l'homme. Heureusement, il commence à s'en rendre compte. Tout au long de ce reportage, nous avons vérifié à travers le monde qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui réalisent que pour préserver les équilibres naturels, eh bien, les grands animaux sont les meilleurs alliés. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée sur M6. 3, 2, 1, top. Ah OK. 3, 2, 1, top. 3, 2, 1, top. Alors attends, vas-y. Avec une idée shape. C'est pas 3, 2, 1.